Bonjour à tous, j'espère que cette période des fêtes se passe bien pour vous et je suis très content de vous retrouver pour enfin parler de l'épisode 6 de Hawkeye, et donc le final de la saison. Ça y est, on l'a enfin eu et c'est le moment d'en parler. Alors, pour cet épisode, ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer par y aller personnage par personnage. Je trouvais que c'était la meilleure manière pour moi de m'y prendre. Donc d'abord on va faire du personnage par personnage, et ensuite je reviendrai sur ce que j'estime être les points faibles et les points forts de l'épisode. Et on finira bien sûr par un petit bilan global de la saison, vu qu'on en est arrivé à ce point-là. Alors, déjà un petit détail. Du coup il y avait la rumeur comme quoi l'épisode ferait 59 minutes, et effectivement, bon alors c'est en comptant tous les crédits, donc on va dire qu'en réalité on est sur du 52-53 minutes, mais du coup effectivement c'était un épisode qui était assez long par rapport à certains des épisodes précédents. Alors, pour les personnages, déjà je vais peut-être vous donner quand même un petit avis vite fait. En gros, j'ai vraiment apprécié l'épisode. J'ai beaucoup aimé l'épisode. J'ai quelques critiques à émettre. On y reviendra. Mais ça reste quand même une série que j'apprécie énormément. Et donc je trouve que dans l'ensemble, elle a réussi un vrai travail de... Comment dire? C'est une série qui dans la longueur, a été, je trouve, beaucoup plus stable en qualité que beaucoup des séries que la MCU nous a proposées avant, qui souvent souffraient de grands hauts, mais aussi de gros bas. En tout cas, selon moi, pour mes goûts à moi. Alors, pour les personnages, on va commencer par Eleanor. Alors, Eleanor, directement, on nous confirme pas mal des choses qu'on soupçonnait. Donc, effectivement, c'est elle qui a tué Armand. Elle a fait accuser Jack. Donc voilà, on pensait qu'il y aurait peut-être un mystère autour de ça ou quoi. Et c'est vrai qu'une des grandes questions par rapport à cet épisode, c'était bon, il en reste qu'un. Comment est-ce qu'ils vont réussir à tout traiter? On va voir que ça a été plus ou moins bien fait selon les questions qu'on pouvait se poser. Donc oui, elle a bien tué Armand. Elle a fait accuser Jack. Elle est en affaire depuis longtemps avec Fisk. On apprend que son mari avait des dettes, devait de l'argent. Est-ce que c'est quelque chose qu'on approfondira plus tard? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est pas sa version de l'histoire? Pour l'instant, ça reste dans l'expectative. On reste dans l'expectative. On se rend compte, je trouve intéressant, on se rend compte dans l'épisode qu'elle tient réellement à sa fille en revanche. C'est pas quelque chose qu'elle jouait. On le voit déjà parce que c'est ce qui la pousse à prendre le dangereux choix de laisser tomber Fisk. Parce qu'elle voit que sa fille commence à se douter de quelque chose. Et elle ne veut pas que ça en arrive là. Et c'est un choix quand même qui n'est pas anodin de dire que c'est fini à Fisk. Et on le voit aussi à la fin. La manière dont elle sauve sa fille au volant de la voiture. Et même quand la police l'arrête, elle lui dit effectivement je t'aime Kate. Donc voilà. On voit effectivement que c'est pas quelque chose qu'elle a, en tout cas, on n'a vraiment pas l'impression que c'est quelque chose qu'elle jouait. Sur les critiques que j'aurai à faire par rapport à Eleanor, un des points que je trouve vraiment dommage qu'on n'ait pas traité, du coup, c'est la mort du père de Kate, du mari d'Eleanor. Alors, est-ce que c'est quelque chose qu'on garde pour plus tard, sachant qu'évidemment l'aventure avec Kate n'est pas finie? Donc est-ce que c'est du tease qui nous servira plus tard? Est-ce qu'on n'y reviendra pas? Et juste voilà, en fait, il n'y avait pas de mystère derrière et juste effectivement c'est un accident, je sais pas. Dans la manière dont les choses nous ont été présentées, je trouverais ça assez dommage. Maintenant, voilà, je pense qu'il est encore tôt pour dire. Évidemment, le problème avec une série comme ça, c'est que oui, c'est une série qui doit suffire en soi, mais on est dans un univers partagé où on sait que bien sûr, il y a des petits cailloux qui posent pour plus tard. Donc voilà, je trouve c'est encore tôt pour juger, mais bon, je pense important quand même de le faire remarquer. Ensuite, Jack. Alors Jack, du coup, en gros, c'est juste vraiment un weirdo, quoi. C'est un type un peu béné qui comprend rien, qui est juste content de vivre, qui comprend pas trop ce qui se passe autour de lui, mais qui a l'air de réellement, de sincèrement apprécier Kate. Et,
Et mine de rien, bah, quand il y a eu du danger et qu'il a fallu agir, bah, il s'est pris en main et il a pris son épée surtout et il a été au front, quoi. Il a assuré, il a bien aidé Kate. Il a l'air d'avoir fait un sacré massacre quand même chez les gangs des Survettes. Donc voilà, bah, contrairement à ce que je pensais, pas de mystère derrière, rien du tout. Même si évidemment je le pensais innocent, je pensais qu'il y aurait quand même un petit quelque chose. Bon, bah effectivement, il a servi du coup dans l'assaut final, ou plutôt dans la défense à l'assaut final. Mais voilà. Après, c'était sympa. C'était plutôt sympa de le voir agir. Voilà, je pense pas qu'il y aura grand-chose sur la suite pour lui. On verra. Mais bon. Quasi, quasi, c'est assez rapide. En gros, quasi, on se rend compte à quel point c'est quelqu'un qui, en même temps, est fidèle au Caïd, mais en même temps a un vrai attachement à Maya. Et c'est une personne, c'est une personne qui vraiment est coincée, qui se sent prisonnier du milieu de la pègre, qui quelque part aurait l'envie de s'enfuir avec Maya quand elle lui propose, mais qui estime qu'il n'en a pas la possibilité. Et, et par contre, pareil, donc on voit que son appréciation de Maya est réellement sincère. Et d'ailleurs, à la fin, il lui dit qu'il espère qu'elle aura une vraie vie. Et même avant même qu'ils se battent, il lui dit d'ailleurs qu'il aurait préféré qu'elle en profite pour disparaître. Mais donc voilà, je, je trouve que c'est assez léger sur ce personnage. Après, est-il vraiment mort? Est-ce qu'on le reverra? Est-ce que ça sera un des protagonistes de la série, sur Maya? Euh, on verra. De toute façon, je reparlerai vite fait de Quasi dans la partie théorie, mais, euh, mais voilà, donc pas grand-chose à dire sur lui. Il a eu son petit moment de combat avec Clint, mais bon, qui a été assez vite réglé. Son combat avec Maya, pareil. Donc voilà, il a rempli sa fonction, rien de très passionnant par rapport à ce personnage. Maya, Maya, pareil, c'est un peu une de mes déceptions dans cette série. En- le truc, c'est que c'est comme un personnage dont on nous a annoncé avant la série qu'elle allait avoir son spin-off, donc sa propre série à elle. Et je vous avoue, je finis la série et je suis pas impatient de la revoir du tout en fait. Il y a rien qui me fait me dire vivement, que dalle. Que ce soit le personnage lui-même, que ce soit l'histoire autour du personnage, la manière dont elle est traitée. On nous donne en plus une espèce de semblant de clôture là, de son arc à elle, alors qu'il s'avérera vrai ou pas, mais dans tous les cas, c'est ce qu'on nous présente. Donc, il n'y a rien qui me fait me dire, vite, j'ai envie de savoir la suite de ses aventures et qu'est-ce qui lui arrive. On la voit assez peu en plus, même dans le dernier épisode. On la voit au début quand elle annonce son départ, enfin ses vacances au Caïd. On la revoit vite fait dans son appartement, où on voit qu'elle a ce déclic où elle décide d'aller rejoindre l'action, et donc de confronter Quasi puis le Caïd. Voilà, on la revoit contre Quasi, le combat dure peu de temps. On la voit à la fin face au Caïd. Voilà, je trouve pas de grands moments, pas de choses très marquantes avec elle. Donc bon, je suis assez... j'ai des doutes par rapport à sa série, on verra. Peut-être que... De toute façon, j'irai de manière neutre et peut-être que ça me surprendra en bien. Mais voilà, bon, en tout cas, il n'y a rien qui me hype particulièrement par rapport à l'idée de retrouver ce personnage. Clint, on arrive sur les gros personnages. Clint, excellent épisode le concernant, vraiment. Je l'ai trouvé très touchant par moments. Par exemple, dans la confiance totale qu'il a désormais vis-à-vis de Kate. On le voit, comme il le dit, ils font équipe. Et à un moment, il a cette phrase de Your mess is my mess. Tes ennuis sont mes ennuis, ton bordel est mon bordel. Et ça, je trouvais ça vraiment cool de voir cette évolution du coup, hein, du rapport entre les deux personnages où maintenant il est sincèrement attaché à elle et il a même plus l'idée et l'envie et l'espoir de réussir à faire penser autrement. Et il l'assume et voilà, ils forment une équipe et vraiment ils iront jusqu'au bout ensemble.
Dans son combat contre Yelena aussi, c'était assez touchant, où on voit clairement qu'il décide de ne pas réellement se défendre, en tout cas de pas être sur l'offensive, et de pas attaquer. On voit qu'il se laisse énormément faire, qu'il est juste, voilà, c'est se défendre vite fait avec les bras pour éviter des coups à la tête ou des choses comme ça. Mais, euh, mais il n'est pas dans un truc de confrontation. Il, quelque part, il endosse la souffrance de Yelena, parce que lui-même s'en sent responsable. Et lui-même s'en veut, de toute façon. Donc, quelque part, il y a une part un peu maso là-dedans. Autant il se laissera pas tuer, mais en même temps, il comprend la douleur de Yelena et il regrette de toute façon lui-même d'être là à la place de Natasha. Alors on apprend qu'il connaissait le sifflement secret de Yelena et Natasha, ce qui montre encore une fois à quel point eux deux étaient proches. Et on a aussi toute une partie super badass de Clint, qui montre encore une fois à quel point il peut être efficace en action. Sinon, bah, je suis content qu'il réussisse à tenir sa promesse vis-à-vis de sa famille. Bon, bah, c'est la fin que la plupart des gens avaient prédit. Donc, effectivement, c'est l'arrivée à Noël avec Kate et Lucky qui d'ailleurs enfin a son nom. D'ailleurs, je crois, si je dis pas de bêtises, que c'est la première fois qu'on a réellement son nom, qui est donc bien évidemment le même que dans les comics. Et Et donc voilà, ça fait plaisir de voir Clint effectivement réussir à tenir sa promesse, rejoindre sa femme, ses enfants et pouvoir passer ce réveillon avec toute sa famille. La fin qu'on espère d'une série de Noël. Alors Kate pareil, j'ai vraiment beaucoup aimé l'épisode pour ce personnage. On voit à quel point elle a découvert et compris le choix, le poids des choix que doit faire un héros. Euh, Ce dont lui parlait Clint dans les épisodes précédents. Et là, voilà, on voit une Kate beaucoup plus responsable, beaucoup plus adulte, même si elle garde son côté frais, rafraîchissant. Il y a quand même une vraie, du gravitas, on va dire, une vraie profondeur qui s'est rajoutée au personnage, où en plus elle n'hésite pas à faire les bons choix, même par rapport à sa mère, ce qui est quand même quelque chose de très difficile. J'ai adoré ces moments d'interaction avec Elena. Toute la partie où elles sont un peu l'une contre l'autre. Mais en même temps, on sent bien qu'elles s'aiment bien. Donc elles y vont pas vraiment, mais elles y vont quand même. Mais en même temps, elles s'avouent que ah, t'es quand même cool comme meuf, je t'aime bien. Et je trouve ça vraiment cool. Enfin, ça construit un rapport que j'ai vraiment envie là de retrouver dans des prochains épisodes de série ou films. Mais voilà, là en tout cas, on me présente quelque chose que j'ai envie de retrouver plus tard. Et donc, ouais, Kate, bah, ça confirme ce que m'a montré cette série et que du coup, c'est une actrice et un personnage qui m'intéresse beaucoup, qui me plaise beaucoup et content, du coup, content qu'on ait trouvé à Clint un remplacement de qualité. Et même dans les combats d'ailleurs, on voit aussi, je parlais donc de l'évolution de ce personnage, et donc toutes les phases de confrontation et de combat, on voit aussi à quel point elle a pris de la confiance en elle. Euh, c'est plus la Kate terrorisée qu'on avait au départ. Là, c'est une qui était dans la réaction. Là, c'est une Kate qui est dans l'action totale. On le voit particulièrement quand Clint arrive sur la patinoire après toute la phase de l'arbre. Et où c'est Kate qui fait son... Voilà, après l'entrée qu'on avait vue dans les premiers épisodes, quand elle tombe par le plafond, quand Clint était prisonnier de la mafia des survettes, cette fois on a une Kate qui arrive en glissade sur la glace, en mode super la classe, qui tire des flèches, enfin... Voilà, maintenant on a Kate qui commence à devenir l'héroïne dont elle a le potentiel de devenir vraiment. Enfin pour les personnages, Yelena. Donc bah, comme je disais, perso que je trouve ultra attachant. Encore une fois, j'ai vraiment aimé le lien avec Kate, qui continue à se construire. Et, euh, et du coup, ça confirme ce que je dis depuis le départ, qu'elle a jamais vraiment été dans ce truc dans la volonté d'éliminer Clint. Euh, C'était une apparence, mais en fait, c'était vraiment plus
le, une difficulté à faire son deuil sur la douleur de la perte de celle qu'elle considère comme sa sœur, Natacha. Et au-delà de ça, ce que j'avais pas vu venir effectivement et que j'ai trouvé super intéressant et quelque part légitime, en tout cas crédible, c'est qu'elle est surtout jalouse de Clint. Elle est jalouse du fait que lui ait vécu autant d'aventures avec Natacha, que lui ait eu autant de temps à passer avec elle, que lui ait été là au moment où elle est morte. Et elle aurait voulu que ce soit elle, parce qu'elle pense qu'elle aurait pu peut-être l'empêcher. Mais comme lui dit Clint, elle connaît aussi Natacha, et elle sait qu'une fois sa décision prise, personne ne l'aurait pu l'arrêter. Et j'ai trouvé ça cool, c'était en termes de caractérisation de personnage, c'était vraiment bien fait, et vraiment intéressant et bien écrit, je trouve. Avec en plus, encore une fois, une Natacha qui a une grosse importance, qui, qui a son ombre, qui porte sur la série. Et je trouve ça bien, du coup, de lui rendre hommage de cette manière. Et donc, voilà pour les différents personnages. Alors, on va s'attaquer aux points forts et points faibles. Là, peut-être que certains d'entre vous se disent, tiens, il a fini les personnages, mais il n'a pas parlé de Fisk. Eh ben oui. Parce que sur ce coup-là, j'avoue que Fisk, même si j'adore l'acteur et j'adore le personnage, je vais le faire rentrer dans les points négatifs, directement. Pourquoi? Eh ben, le truc, c'est que... Voilà, alors j'en viens à comprendre encore mieux et rejoindre ce que dit Anto Webweb. Euh, pour ceux qui connaissent pas, allez voir sa chaîne, mais je pense que tout le monde connaît ici. Anto Webweb qui dit depuis le départ que c'est un peu facile de prendre et de pas prendre les persos qui nous arrangent, que le MCU fasse ça en tout cas, et, euh, et que c'est un peu le bordel d'aller rechercher des personnages qui ont existé sur des versions précédentes, qui pourtant ne sont pas censés être canon. Jusque-là, j'étais plutôt d'avis que ça me posait pas problème, mais là, j'avoue que dans cet épisode, ça m'en a posé. Pourquoi? Euh, Déjà, on sent que dans le personnage, il y a des différences. Je sais pas, faudrait que je revoie la série entièrement d'Ardeville, ça fait longtemps. Mais j'ai vraiment l'impression qu'il y a une manière d'agir qui n'est pas vraiment la même que celle que pouvait avoir le Kingpin dans Daredevil, sur Netflix. Et des détails, un truc tout bête, mais cette chemise hawaïenne qui porte à un moment. Alors, dites-moi en commentaire si je me trompe, mais j'imagine pas une seconde le Kingpin de la série Netflix porter ça. Mais alors vraiment pas. C'est... J'ai vu ça, je me suis dit, tiens, ok, est-ce que c'est une manière de nous dire que c'est un variant en nous montrant que voilà, qu'il a un style différent ou quoi, mais en même temps, il a quand même les boutons de manchette, il est quand même en costume. Enfin, je sais pas trop. Alors en plus, je, je sais pas, alors pareil, je suis curieux de ce que vous en avez pensé, mais j'ai l'impression qu'il a un côté super soldat qui a pris du sérum. Alors oui, il était fort, et il avait son côté super flippant, il s'énerve, il écrase la tête d'un type avec une portière ou des choses comme ça. Mais là, j'ai l'impression qu'il a une force de type super soldat. Je veux dire, entre les... Quand il donne des couaquettes qu'on la voit voler à travers la moitié de la pièce, j'étais en mode ok. Alors il y a le côté... euh, je pense que c'est ce qui me fait particulièrement le rentrer dans les négatifs. C'est, il y a un moment, j'avais l'impression que c'est un épisode de Bibi et le Coyote. Et Fisk jouait le rôle de Coyote. Le moment où il se prend des flèches. Les flèches ensuite explosent. Non, d'abord, il y a la mère qui lui rentre en voiture, dedans. Il se prend une voiture en pleine face. Euh, donc il passe à travers la vitrine. Ensuite, donc il se relève. Toutes les flèches à ses pieds explosent. Donc il y a l'explosion, il y a de l'électricité, il y a je sais pas quoi dedans. Il se prend tout d'un coup. Le mec se relève encore. Donc là, à un moment, faut... Alors moi je veux bien, hein, si c'est un autre personnage, qu'on me présentait dès le départ un Kingpin qui, pour une raison ou une autre, est particulièrement ultra puissant. Ok, d'accord. Sauf que là, je sais pas sur quelle base je pars. Parce que si c'est
si c'est le fisc d'Ardeville, non, dans ce cas, là c'est trop, ça va pas du tout. Et le problème c'est que je sais pas. Donc ça donne un côté assez perturbant en fait à tout ça. C'est un peu bizarre. C'est comme si on voyait Daredevil pour la première fois et que d'un coup, alors qu'on a l'habitude de lui dans sa série, si d'un coup il se mettait à faire jeu égal avec, je sais pas moi, avec Iron Man et Spider-Man, enfin, c'est bizarre. J'attends d'en voir plus. Je sais pas. Parce que, du coup, pareil, oui, alors il y a la scène, voilà, où il se fait face à Maya à la fin, où on nous laisse penser qu'elle le tue. Alors, si elle le tue, je serai le premier à gueuler, clairement, parce que là, tout ça pour ça, j'estimerais que c'est l'équivalent d'un Ralph Bonheur. Maintenant, j'ose espérer que non, elle l'a pas tué. Soit elle l'a blessé. Alors effectivement, dans les comics, il y a ce moment où elle le rend aveugle, où ça dure pendant un moment avant qu'il retrouve la vue. C'est possible que ce soit ça. Euh, on voit pas le coup de feu. Donc après, est-ce que c'est réellement elle qui tire? Est-ce que c'est pas Kazi qui en fait serait vivant et serait venu protéger le caïd? Est-ce que c'est pas le caïd qui avait une arme? Est-ce que ça serait pas quelqu'un d'autre? Alors évidemment certains vont dire Bullseye, mais n'importe qui travaillant pour le caïd qui, euh, qui serait intervenu, voilà, on ne sait pas. Est-ce qu'il est blessé? Après, est-ce qu'il est blessé quand même? Pas rendu aveugle, mais en tout cas blessé. Mais résisterait de la même manière qu'il a résisté à des flèches, des explosions et une voiture en pleine face. Voilà, on verra. Mais en tout cas, voilà. Donc, je suis très content d'avoir vu Kingpin, mais ouais, dans cet épisode, je sais pas. Je suis assez partagé, honnêtement. En autre défaut, en autre point négatif, la montre. Toute l'histoire de la montre. Bah, du coup, ok. Et donc, c'était quoi le but de la fin? Pourquoi? Comment? Hein? Non, j'ai pas compris là. Je ne sais pas. Je Donc tout ce qu'on nous montre, c'est qu'effectivement, il s'agissait de la montre de Laura. D'accord. Et le gros truc, c'est qu'il y avait un logo du Shield derrière. Ok. Alors, deux choses. D'une, nous faites pas miroiter la montre à ce point-là s'il n'y a rien à raconter derrière. Parce que là, on comprend toujours pas pourquoi il la voulu absolument. Je vois vraiment pas. Alors j'espère que... Pareil, j'espère que c'est le principe d'une série dans un univers étendu et que c'est quelque chose qui va réellement servir plus tard. Parce que sinon, enfin, c'est un gâchis et c'est un truc qui sert à rien sinon. Dire pourquoi il devait la voler? Il suffisait d'avoir quelqu'un à la vente, retourne la montre, ah oui, il y a le logo, il la retourne et basta. Enfin, je comprends pas. Est-ce qu'il y a quelque chose de... Enfin, j'espère qu'il y a quelque chose dans la montre ou quelque chose d'autre. Enfin, qu'elle sert de clé à quelque chose, mais il faut qu'il y ait un truc, parce que là, c'est pauvre en tout cas comme explication. Et du coup, alors moi qui étais le premier, quand Mathéo, par exemple, de la chaîne du Geek ou d'autres, disait que la montre aurait aucune importance, vu que la série, et encore une fois, enfin, là-dessus, je continue à le penser, la série est, je trouve, très bien écrite pour la plupart. Et du coup, quand des gens comme Mathéo, par exemple, disaient que la montre n'aurait aucune importance, j'avais tendance à leur dire non. Mais non, tu verras, enfin, ça se voit. Évidemment, la montre aura son importance, bien sûr. Pardon. Autant pour moi. My bad. Ben non, en fait, pas du tout. Et, ça me permet de pousser une petite gueulante là-dessus. Qui est plus pour rigoler qu'autre chose, mais quand même. Le Shield, vous êtes une agence secrète. Arrêtez de mettre votre logo partout, sur tout et n'importe quoi. Déjà dans Agent of Shield, tout avait un logo du Shield. Les mecs ont des logos sur leurs crayons, sur leurs machines à café, sur tous leurs dossiers, sur leurs voitures, sur leurs vestes, sur leurs chaussures.
Vous êtes une agence secrète. Arrêtez de mettre votre logo partout. Pourquoi Laura a une montre avec un logo du Shield et une Rolex? Vous avez été voir un bijoutier, vous lui avez dit allez. Ouais, on est agence secrète, mets le logo de notre agence secrète sur la montre, s'il te plaît. Ouais, merci, c'est cool. Mais genre, c'est les montres que vous offrez à tous ceux qui partent à la retraite? Histoire d'être sûr qu'un jour, s'ils se font agresser ou quoi que ce soit, les gens sachent qu'ils ont fait partie du Shield. C'est quoi la logique derrière? Non mais enfin, sérieusement quoi. Je, je comprends pas. Ça me paraît stupide. Alors voilà, c'est un détail, c'est pas très important ou quoi. Mais je trouve ça d'une bêtise. C'est... Je sais pas. Bon. Et voilà pour les points faibles. En tout cas, ceux qui me sont venus en tête là. Maintenant, les points forts. L'action sur le dernier épisode. Il y en avait pas mal sur l'avant-dernier épisode, le pénultième épisode, qui s'était plaint du manque d'action. Et ben voilà, ils sont bien rattrapés. Là, clairement, il y a eu beaucoup d'action, que j'ai trouvé plutôt très bien filmé en plus, avec quelques bonnes idées de réal, de mouvement de caméra, comme le travelling latéral quand on suit Yelena et Kate, la rotation de caméra à 90 quand Yelena passe par la fenêtre, qui était plutôt cool comme mouvement. Voilà, des choses plutôt pas mal. Les flèches, l'utilisation de plein de flèches différentes, ça c'était plutôt très cool. Donc, non, vraiment des bonnes choses. Niveau action, que ce soit Kate, que soit Clint, ont vraiment eu l'occasion de briller. Euh, donc, vraiment rien à redire. Très très bonne, très bon épisode à ce niveau-là. Sinon, les LARPers, j'ai bien aimé. Je l'avais dit aussi, et puis j'étais pas le seul de toute façon. Mais effectivement, on retrouve un peu cet esprit du comics, où sur le dernier, sur le climax, de la même manière que c'était les voisins dans les comics, là, les LARPers prennent leur importance, et du coup, participent à aider dans cet affrontement final. Donc ça, c'est plutôt très cool. Dans les positifs aussi, bah, encore une fois, les deux arcs surtout des personnages principaux que j'ai trouvé vraiment réussis. Des personnages auxquels on s'attache énormément. Une très bonne introduction de personnages. Kate, on a déjà l'impression qu'elle est là depuis longtemps. Yelena, pareil. Donc de ce côté-là, et faut le reconnaître, qui était certainement un des buts principaux de la série. C'est très réussi. Et d'ailleurs, dans le dernier plan de la série, il y a justement ce moment, enfin cette dernière scène, justement ce moment où Kate cherche un nom à se donner en tant que super-héroïne. Et voilà, comme on le disait tous, ça coupe sur Clint qui dit j'ai une idée, et on voit le titre Hawkeye qui apparaît. Et voilà, ça confirme qu'effectivement, bah, évidemment, le titre Hawkeye comment dire, le concernait lui, mais tout autant elle faisait vraiment le lien, la liaison entre l'ancien et la nouvelle Hawkeye. Et ça, c'était plutôt cool la manière dont c'était fait. En plus, il n'y a même pas besoin de le dire. Voilà, c'était juste cette petite image de fin qui montre, qui laisse présager de la suite. Et voilà. Et donc, en petit positif, en dernier petit positif, Lucky, qui enfin prend son nom. Donc voilà, ça m'a fait plaisir, c'est tout bête, mais voilà. Et donc, voilà pour les points positifs sur l'épisode. Et sinon, la série dans sa globalité, bah déjà les scènes post-génériques. J'ai vu qu'il y en avait pas mal qui se plaignaient par rapport à la scène post-générique, parce que... Alors moi aussi, je m'attendais à quelque chose qui tease un peu l'avenir. Effectivement, on a juste une grosse blague avec la comédie musicale, mais bon, moi je l'ai pris comme du troll, ça m'a fait rire. Voilà, évidemment j'aurais préféré avoir un tease de la suite, mais j'ai trouvé ça plutôt rigolo dans l'esprit. C'est une série de Noël, ils finissent là-dessus. Voilà, puis bon, je sais que ça a été compliqué avec les histoires de Covid, les décalages de séries, donc je me dis ça a peut-être été vraiment bordel de réussir à faire autre chose.
sachant qu'il y avait déjà eu No Way Home, ils étaient en retard pour le tournage. Donc bon, je vais pas trop leur tenir rigueur là-dessus, c'est pas bien grave. Et donc la série dans la globalité, bah, comme je disais, moi je suis plutôt très satisfait. C'est une série que j'ai vraiment le plaisir à regarder et qui à aucun moment m'a vraiment déçu. Et c'est une des grosses différences avec les autres séries du MCU. Toutes, même si j'ai beaucoup aimé certaines parties des différentes séries, il y a toujours eu un moment où je les trouvais vraiment assez décevantes. Moins bien écrites, où je trouvais que il y avait de la paresse dans le scénario, des choses comme ça, ou des choses vraiment illogiques, ou ouais, des gros problèmes. Et j'ai beaucoup moins eu ce sentiment dans cette série-là. Donc, euh, donc voilà, je termine la série avec vraiment un sentiment très positif à son égard. Et j'espère que c'est la direction qualitative dans laquelle on peut se diriger en termes d'écriture. Et ben écoutez, en tout cas, j'espère que vous me direz ce que vous en avez pensé, en tout cas en commentaire. Ça m'intéresse beaucoup. J'espère que ça vous a plu. Sinon, bah, n'hésitez pas à me dire pourquoi. Et encore une fois, ben, je vous souhaite des très bonnes fêtes à tous. Si vous m'écoutez le jour de la diffusion de l'épisode ou le jeudi, vous pouvez nous retrouver chez Eddie, le serial vlogger, le jeudi soir, avec un super panel dans lequel on parlera des épisodes 5 et 6, et certainement un peu de la saison en elle-même. Du coup, ça va être intéressant et fun. Et voilà. Et ben écoutez, passez une excellente journée, soirée ou quoi qu'il en soit. Passez de bonnes fêtes et je vous dis à très bientôt. Au revoir.